C'est une affaire qui rappelle presque point par point l'enlèvement d'un mania des crypto-monnaies. C'était en janvier dernier. Hier, un riche homme d'affaires de ce même secteur a été libéré par la BRI au terme d'une enquête qui a mobilisé quasiment tous les services de police et de renseignement. La victime kidnappée a elle aussi eu un doigt coupé et a été hospitalisée. Le reportage, le rappel des faits avec Sylvain Milenvoix, Georges Brenier et Julien Roux. Regardez. Un enlèvement en pleine rue. En plein soleil, à la vue de tous. Nous sommes le jeudi 1er mai, il est 10h30, et une riveraine de l'avenue du Maine, dans le 14e arrondissement de Paris, assiste au rapt d'un homme qui rentre de promenade avec son chien. J'étais à la fenêtre de mon appartement et ça s'est passé sur le trottoir d'en face, donc j'avais une vue plongeante sur la Seine. J'ai entendu hurler et je me suis penchée par la fenêtre et j'ai vu des personnes cagoulées, habillées tout en noir, balancer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, balancer une personne dans un coffre de camion. Il a crié, le monsieur, il a crié lâchez-moi, quelque chose comme ça. Pour rester anonyme, les ravisseurs se sont fait passer pour des livreurs. C'est un camion de transporteur. C'est d'autant plus étonnant qu'un 1er mai, ils ne sont pas censés rouler. La personne qui conduisait avait visiblement, dans mes souvenirs, la tenue du transporteur avec le gilet réfléchissant. Le camion part et immédiatement la jeune femme appelle la police, puis descend sur l'avenue. Elle n'est pas policière, mais elle a un bon réflexe. Elle protège la scène de crime pour les enquêteurs. On a retrouvé différents vêtements, accessoires qui appartenaient potentiellement aux ravisseurs et très sûrement quelques affaires qui appartenaient à la victime. Très vite, une demande de rançon arrive au fils de leur otage. Lui et son père ont fait fortune dans la crypto-monnaie. Les ravisseurs leur réclament environ 8 millions d'euros en monnaie numérique. Le parquet de Paris sollicite tout de suite la brigade de répression du banditisme, mais aussi la BRI, la PJ et la brigade criminelle. Des moyens colossaux, aussi bien humains que technologiques. On l'apprendra ensuite, la victime est détenue à Palaiseau, en Essonne. Dès le lendemain, le vendredi 2 mai, les ravisseurs sectionnent un doigt de leur otage. La scène est filmée et envoyée au fils. Pour jouer la montre face aux menaces croissantes, les enquêteurs auraient effectué plusieurs versements de petites sommes, quelques milliers d'euros, mais ils sont déjà sur la bonne piste. Puisqu'hier soir, vers 21h, la brigade de recherche et d'intervention donne l'assaut sur ce pavillon, loué en Airbnb ces derniers jours. Hier soir, il y a eu des bruits, on aurait dit comme des coups de feu. Je crois qu'ils ont cassé la porte. Il y avait plein de gens cagoulés dans la rue là. Tout d'un coup, on a entendu des gros boum boum. On s'est demandé si ça tirait. On a un peu paniqué, je ne cache pas. J'ai fermé les volets roulants parce que en fait, j'ai eu très très peur. La victime, vivante, est prise en charge par les secours. 4 individus, âgés de 20 à 26 ans, ainsi qu'un complice, sont placés en garde à vue. À ce stade de l'enquête, ils sont entendus pour enlèvement, séquestration et détention arbitraire d'otages, avec torture commise en bande organisée. Une affaire dingue, en effet, qui rappelle ce qui s'est passé, je vous le disais en titre, au mois de janvier dernier. Alexandra Guillet du service police-justice TF1 LCI, merci d'être avec nous. On sera aussi dans quelques instants avec Frédéric Ploquin, grand reporter et spécialiste du grand banditisme. Mais d'abord, juste revenir sur le profil de ces 5 hommes actuellement en garde à vue, peut-être un 6e. En tout cas, l'enquête avance à grands pas. Oui, exactement. Alors, sur place, lorsque les forces de l'ordre et la BRI notamment interviennent hier soir dans ce pavillon situé dans l'Essonne, ils interpellent sur place 4 individus, 4 hommes âgés de 20 à 27 ans. Ils ont été placés immédiatement en garde à vue et dans la foulée, une 5e personne a également été interpellée, elle, à bord d'un véhicule qui a servi à ces malfrats pour commettre leur enlèvement et cette séquestration de cet homme d'affaires. Alors, je vous le disais, ils sont tous âgés entre 20 et 27 ans. Ils sont connus pour des faits de délinquance, en lien notamment avec du stupéfiant ou pour des violences, mais aussi des histoires d'armes. On est dans la délinquance. Voilà, c'est ce que l'on sait pour l'instant de ces profils. On en apprendra plus, évidemment, au cours des prochaines heures, sachant que leurs gardes à vue peuvent durer jusqu'à 96 heures. Le témoignage dans ce reportage, notamment d'une voisine, au moment de l'enlèvement est assez dingue. Elle a tout vu. Et dans la méthode, dans l'enlèvement, qui rappelle furieusement ce qui s'est passé au mois de janvier dernier avec aussi ce patron, David Ballan, un des fondateurs de Ledger, spécialisé dans la crypto-monnaie, enlevé
peu près dans les mêmes circonstances. Hein. Oui, lui, c'était près de Vierzon. Il avait été enlevé à son domicile avec son épouse. Les deux avaient été enlevés, séquestrés dans des endroits différents. Lui aussi avait fait l'objet d'une demande de rançon auprès de son associé. Qui avait reçu une vidéo d'un doigt coupé de David Balland également. On retrouve ces faits, cette similitude dans le mode opératoire dans cette nouvelle affaire, avec une extrême violence, une demande de rançon également. Alors après, est-ce que c'est un simple copier-coller par des personnes totalement différentes, inspirées par cette première affaire, ou est-ce qu'il y a éventuellement des connexions, des ramifications? Il est évidemment bien trop tôt pour le faire. L'enquête ne fait que démarrer, et c'est ce qu'on attend de savoir. Oui, merci. Vous restez avec nous, Alexandra. Frédéric Ploquin, je le disais, vous êtes en ligne avec nous. Merci de nous accorder ces quelques instants sur LCI. Je le disais, grand reporter, spécialiste du grand banditisme et auteur du livre « Braqueur, mercenaire, aventurier de l'OAS au grand banditisme » aux éditions Nouveau Monde. On évoquait cette séquestration, cet enlèvement en janvier, ce nouveau cas-là qui se termine plutôt bien, même si la victime a été en partie blessée. Que vous évoquez ces affaires, hein? C'est l'attrait forcé de l'argent et de cet univers de la crypto-monnaie qui donne envie à beaucoup de monde. Et il se trouve qu'aujourd'hui en France, les trafiquants de stupéfiants qui représentent le cœur, le noyau dur du crime organisé, se sentent un peu à l'étroit sur leur marché. On l'a vu à Marseille avec cette fameuse DZ Mafia qui commence à racketter les garagistes, les commerçants, tout ce qu'il y a autour d'elle, comme si l'argent de la drogue ne suffisait pas, ou comme si on avait besoin aussi de liquidité peut-être pour investir dans les stupéfiants. Et donc la crypto-monnaie, finalement, c'est ce qu'il y a de plus accessible. Si vous voulez, aujourd'hui, aller braquer des bijouteries, bon, c'est un métier. Ensuite, il faut savoir écouler les bijoux. C'est compliqué. Il faut savoir les receller. Il faut avoir les bonnes personnes. Aller braquer des banques, ça ne se fait plus. Et puis les diamants, le diamant de Kim Kardashian, ça marche qu'une fois. Je dis ça parce que ce qui me frappe, c'est que la valeur du diamant volé à Kim Kardashian est la même, c'était 7 millions, autour de 7 millions d'euros, que la somme réclamée par les demandeurs de rançon. C'est pour ça que je fais l'apparentement, mais on a un changement générationnel. On voit bien qu'on a des délinquants de plus en plus jeunes, et il y a une espèce de l'enlèvement. Il faut aussi dire ça, il faut aussi faire cette observation. L'enlèvement, ça fait partie du quotidien des trafiquants de stupéfiants. Ils n'arrêtent pas de s'enlever entre eux, de se carotter, de se voler. Donc, si vous voulez, la pratique de l'enlèvement, la technique consistant à débarquer avec une petite camionnette ici, en pleine ville, et à embarquer un individu pour, en général, l'amener à la cave et le torturer, ça, ils le font. C'est monnaie courante, c'est quasiment, il n'y a pas de plainte, donc on n'a pas de chiffres, mais l'enlèvement avec demande de rançon, évidemment, c'est quelque chose de quotidien qui se pratique quotidiennement dans le milieu des trafiquants de stupéfiants. Oui, j'entends Frédéric Ploquin, pardonnez-moi. Je ne sais pas si je me permets de vous interrompre, c'est monnaie courante. Mais là, sans rentrer dans la caricature, on évoque peut-être des enlèvements dans des cités ou dans des lieux un peu plus reculés. Là, on est en plein Paris, dans le plein 14e arrondissement. À 10h30 du matin. C'est ça la différence. Et là, il faut quand même, pour les plus anciens de vos téléspectateurs, se souviendront que l'enlèvement avec demande de rançon de banquiers, d'hommes d'affaires, de membres du patronat était quelque chose qui se produisait quasiment tous les mois dans les années 70 jusqu'au début des années 80. Avec donc un certain Mérine, c'est ça ? Exactement, notamment avec Jacques Mérine, qui à l'époque s'était illustré là-dedans avec le fameux doigt coupé du baron en pain. Donc on a aussi l'impression, j'ai aussi le sentiment d'une espèce de grand retour en arrière où les trafiquants de stupéfiants à l'étroit se mettent au proxénétisme qui était pratiqué il y a un demi-siècle par les grands voyous, se mettent et reviennent à cette histoire d'enlèvement avec rançon qui met une pression de dingue sur les policiers. Il faut imaginer, j'ai vu que le ministre de l'Intérieur félicitait le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Je comprends pourquoi. Si vous voulez, à partir du moment où vous avez un enlèvement, c'est vraiment une question chaque minute est extrêmement précieuse. Donc c'est la raison pour laquelle tous les services ont été mobilisés pour cette affaire, et il faut se féliciter du fait qu'elle ait été résolue rapidement. Parce qu'en fait, la vie de la personne est clairement en danger. On commence par le petit doigt et après, on peut aller beaucoup plus loin. Avec ces demandes de rançon, voilà. En effet. Ce qui est mis en avant aussi, c'est, je pense notamment à ce cas à David Balland, c'est peut-être qu'il exposait
sur les réseaux sociaux, sur sa vie numérique, peut-être un peu trop ce qu'il possédait, montrer un peu trop de photos. Ça fait partie aussi désormais des alertes que doivent intégrer ces professionnels de la crypto-monnaie pour se protéger finalement de ces affaires. Je vais refaire le parallèle avec Kim Kardashian. Pourquoi est-ce que les vieux voyous la remarquent ? C'est parce qu'elle se balade, elle exhibe littéralement sur les réseaux sociaux son fameux diamant à 7 millions d'euros. C'est exactement la même chose pour ces personnes. En face, on a des très jeunes voyous, délinquants, qui ont une pratique professionnels, on va dire, des réseaux sociaux qui sont capables d'observer, de suivre, etc. Donc, effectivement, Jacques Mérine, pour aller choisir ses cibles, il feuilletait, je le rappelle, ça va faire rigoler les anciens aussi, il feuilletait le Who's Who pour retrouver l'adresse personnelle. Le Who's Who, c'est un gros livre dans lequel il y avait toutes les personnalités françaises pour aller retrouver les adresses et pour choisir ses cibles. Aujourd'hui, il n'y a plus de Who's Who, ce sont les réseaux sociaux. Et effectivement, si vous montrez un peu trop votre réussite, et si en plus vous traitez de la crypto-monnaie qui est quand même relativement difficile à tracer quand vous faites des virements, des mouvements, donc pour eux c'est le nouveau Graal, la crypto-monnaie, hein. C'est la nouvelle la nouvelle idole, on va dire, des voyous, puisque Frédéric Ploquin, vous pouvez blanchir de l'argent, vous pouvez faire des transferts à l'autre bout du monde sans être tracé, et finalement c'est quelque chose qui peut rapporter très gros. Très gros, en effet. Vous restez avec nous, Frédéric Ploquin. Juste avec vous, Alexandra Guillet, sur le nombre. On parlait en effet à juste titre des félicitations du ministre de l'Intérieur. Ça a mobilisé énormément de services pour arriver à ce qui est arrivé ces dernières heures. Oui, d'ailleurs, une source nous expliquait que c'était totalement hors norme, c'était colossal et qu'il n'y avait même pas souvenir d'avoir déjà eu une telle mobilisation en si peu de temps et d'autant de services en même temps. La brigade de répression du banditisme, la BRI également, mais aussi des experts en crypto-monnaie, des experts en cybercriminalité, et puis un mélange de moyens humains et de moyens techniques très importants, évidemment, pour la téléphonie, pour le suivi, pour la filature, un ensemble de moyens mis en œuvre extrêmement rapidement, qui ont été salués, vous l'avez dit, par le ministre de l'Intérieur, et qui ont permis de résoudre cette affaire en 48 heures, un peu plus, et effectivement dans une affaire où chaque minute compte, comme leur expliquait Frédéric Ploquin très justement, effectivement avec une pression qui montait toujours plus de la part du commando qui avait enlevé cet homme. Frédéric Ploquin, effectivement, moyen énorme investi pour retrouver cet homme en quasiment 48 heures. Est-ce que ça demande, vous le spécialiste du grand banditisme, une adaptation de la police ? Parce que la crypto-monnaie, c'est aussi un univers extrêmement particulier. Avec les années, ces services d'enquête, ces enquêteurs ont dû aussi apprendre de nouvelles techniques et s'intéresser à ces milieux-là, impératifs pour eux. Si vous voulez, si la police judiciaire n'était pas au niveau du point de vue technologique, ils seraient complètement largués aujourd'hui. Donc effectivement, ils ont besoin, parce que là, il faut aller très très vite, il faut décrypter il y a beaucoup de téléphonie, il y a de la géolocalisation, il faut arriver à, quand vous avez quelqu'un qui est pris en otage, entre guillemets, de cette façon-là, qui est enlevé, séquestré, on va dire, il faut très vite trouver le lieu, il faut très vite remonter le fil à partir de ceux qui expriment la demande de rançon, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. On part de ceux qui demandent la rançon et on remonte jusqu'à eux, et à partir de là, on essaie de tirer les fils. Donc, il y a énormément de technologie qui est mise en jeu. Et il y a un savoir-faire aussi qui existe. Les anciens de la police judiciaire étaient des grands spécialistes justement de ce genre d'enlèvement, sachant que pour la police, pour les politiques, pour la société, la principale idée, c'est de faire en sorte que les victimes ne payent pas. Parce qu'à partir du moment où vous payez, vous ouvrez complètement le champ des possibilités et vous courez le risque de ce qui n'a pas été de le voir cas, se multiplier ce genre d'action. Alexandra Guillet, il y a eu quand même des versements réalisés dans ces 48 heures. Oui, mais alors c'était le cas également dans l'affaire Ballan, mais ce que nous expliquent les enquêteurs, c'est que là, on est sur des systèmes de versement avec des experts derrière qui en fait accèdent en partie pour faire descendre la pression à des requêtes des personnes qui ont enlevé et qui sont à l'origine de ces demandes de rançon, mais en fait avec des techniques qui permettent dans la foulée de bloquer cet argent, de bloquer ces fonds, voire de les rappeler immédiatement, et qui font qu'au final, ils ne sont pas ou quasiment pas versés à ceux qui les ont réclamés. Frédéric Ploquin, avant de se quitter, on en parlait avec Alexandra Guillet, des interpellations ont eu lieu.
tout le monde est en bonne santé, 5, 6 gardes à vue. C'est essentiel là pour les enquêteurs de comprendre comment aussi ces réseaux s'organisent et savoir si c'est beaucoup plus large que ces 5, 6 individus. Ce qui va être intéressant, c'est de voir exactement leur profil. Si effectivement on a une partie des trafiquants de stupéfiants aujourd'hui qui se recyclent dans les enlèvements, ça va devenir très inquiétant parce qu'ils sont extrêmement nombreux et tant qu'ils sont concentrés sur le business, c'est une chose, mais s'ils commencent à avoir des prétentions sur d'autres domaines et à coloniser tous les domaines de la grande criminalité, ça va devenir effectivement un danger. Donc l'enjeu, là, c'est de comprendre qui ils sont, comment ils sont venus à ça. Et effectivement, après, pour ceux qui travaillent dans la crypto-monnaie, l'autre enjeu, ça va être de se protéger, d'apprendre à se protéger. Ils vont devoir dépenser beaucoup d'argent, probablement, pour assurer leur protection. Effectivement. Merci infiniment. Merci beaucoup, Frédéric Ploquin, d'avoir été notre invité sur LCI. Je rappelle votre livre que l'on voit à l'antenne, Braqueur mercenaire, aventurier de l'OAS au grand banditisme, aux éditions Nouveau Monde.